Grégoire de Tarlet, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre atelier, on appelle ça comme ça, un atelier. Vous êtes un artisan ou un artiste ou entre les deux, comment vous vous définissez? Plutôt comme artisan à la base, pas vraiment artiste, vraiment artisan parce que voilà, j'ai une formation d'ébéniste et marketeur. Donc vraiment artisan pur à la base, quoi. Ah oui, donc d'accord, vous avez vraiment commencé de toute façon dans l'artisanat. Vous venez pas d'un autre métier, vous n'étiez pas boulanger ou commercial avant. Non, non, vous avez vraiment commencé dans l'artisanat avec une formation comme compagnon, comment on se forme à l'ébénisterie? Non, non, si, j'ai une reconversion. J'ai bien une reconversion. Non, non, j'ai une reconversion qui date d'il y a 7 ans à peu près. Oui, c'est ça. 7 ans. En fait, je viens du domaine des ressources humaines à la base. Donc j'ai fait un cursus surtout juridique, donc en droit social et management RH. Et puis j'ai travaillé pendant une petite année en Bretagne dans un grand groupe. Et de là, en fait, je me suis dit que finalement, c'était pas vraiment ce qui était fait pour moi. Et donc j'ai profité d'une rupture conventionnelle pour en fait faire des stages, aller découvrir les différents métiers de la main, on va dire, parce que ça me titillait depuis 1 an ou 2 ans, et l'ébénisterie me tentait, mais je suis quand même allé voir ailleurs pour au final retourner à l'ébénisterie. Donc j'ai fait un stage en ébénisterie, j'ai trouvé une formation derrière et un apprentissage, ce qui m'a fait venir ici en Mayenne du coup. Et vous étiez, parce que je vois qu'il y a des piou-piou partout, vous étiez déjà marié à l'époque, parce que c'est quand même, c'est pas facile une reconversion quand on a une famille à nourrir. Enfin voilà, il faut voir aussi l'avenir. Oui, tout à fait. Ouais. Avec ma femme, on s'est mariés en 2015. 2015 et quand j'ai entamé donc ma démarche de reconversion et donc quand j'ai repris une formation en 2017, on venait d'avoir notre deuxième. Et donc j'ai fait mon année de CAP ébénisterie en 1 an, donc en apprentissage, et j'ai enchaîné sur 2 ans de CAP en marqueterie. Donc avec les allers-retours qui vont bien à Paris pour la formation, la semaine en entreprise, et puis CAP marqueterie, il y a numéro 3 et numéro 4 qui sont arrivés à ce moment-là. Ah oui, donc il y a des raisons quand même d'un peu d'anxiété ou voilà de temps en temps, parce que c'est pas facile d'être artisan, on le sait aujourd'hui, c'est pas simple parce que non seulement il faut créer, et puis après il faut quand même vendre, il faut commercialiser, donc c'est pas simple. Votre atelier s'appelle l'atelier Bosco. Alors pourquoi pas Don Bosco et pourquoi que Bosco? Alors, Atelier Bosco. Alors, en fait, juste pour finir sur le parcours un petit peu avant de l'Atelier Bosco, donc j'étais en apprentissage. À l'issue de mon apprentissage, j'ai été embauché donc dans le même atelier dans lequel je travaillais en Mayenne. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et puis, problème d'activité et donc licenciement économique au bout de 2 ans. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur la marqueterie de paille plus particulièrement. Et donc j'ai créé l'atelier Bosco en 2022, janvier 2022. Et pourquoi atelier Bosco? Parce que voilà, mon fils aîné s'appelle Bosco. J'adore Bosco, j'imagine. J'adore Bosco et parce qu'en fait il y a différents liens, mais globalement le premier Bosco que j'ai rencontré c'était lors de ma troisième année d'études où j'étais à Rome. Donc j'ai fait une année d'études à Rome. Je suis tombé amoureux de ce prénom. Je me suis dit, un garçon qui avait mon âge qui s'appelait Bosco, j'en avais jamais rencontré. Et que en parallèle, Bosco, ça veut dire le petit bois, en fait. Donc il y a un lien avec le bois, mine de rien. Capillotracté, mais quand même. C'est ma femme qui a trouvé surtout le nom. Donc là, je suis dans votre atelier. Moi, ce qui m'a poussé à venir vous voir quand même, c'est que je vous ai rencontré à une vente de Noël dans une école de Laval, au cours Saint-Jean-Paul II, pour ne pas le citer. Et alors là, j'ai été un peu sidérée, parce qu'en effet, vous parlez de marqueterie, d'ébénisterie, mais vous, c'est pas... Enfin, si, il y a du bois comme support, mais le bois n'est qu'un support. C'est de la... Enfin, d'abord, vous utilisez un matériau qui est totalement atypique. Est-ce que vous allez nous raconter l'histoire, mais si vous êtes le seul ou pas à travailler ce matériau, puisque vous travaillez la paille. Oui, c'est ça. Alors, en fait, je fais de la marqueterie de paille. Alors, la marqueterie de paille, ça va être un peu différent que la marqueterie de bois. La marqueterie de paille, c'est un procédé qui a ses origines
qui apparemment viendrait peut-être de l'Asie, on ne sait pas trop. On sait surtout qu'en fait, ça a été pas mal utilisé, enfin, notamment, on a beaucoup d'objets de l'époque du XVIIe, XVIIIe, qui ont été faits par des bagnards, beaucoup. En fait, la marqueterie de paille, on va appeler ça la marqueterie du pauvre. Parce qu'à l'époque, les plaquages de bois étaient assez chers. En plus, c'était fait avec des bois un petit peu riches, un petit peu précieux. Ça pouvait être de l'ébène, etc. Donc effectivement, c'est des bois qui étaient importés, beaucoup de bois, enfin, il y a des bois exotiques qui étaient importés. Et donc forcément, le coût était élevé. Et donc voilà, les artisans peut-être qui avaient un peu moins de moyens se sont dit, bah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec de la paille. Et en fait, on se rend compte qu'en ouvrant un fœtus de paille et en l'écrasant, on arrive à avoir une brillance qui a quand même un aspect assez intéressant quand on les colle les unes à côté des autres et quand on change le fil. Comment vous avez découvert ça? Parce que vous dites que ça date de plusieurs siècles, donc de 3 siècles à peu près. Oui. Comment vous avez découvert ça? Moi, j'avais jamais entendu parler d'une marqueterie de paille. Eh ben, c'est dans le cadre de mon, enfin quand j'étais dans le cadre de mon apprentissage en fait. Alors déjà, j'ai fait un CAP marqueterie, donc moi j'ai plutôt travaillé sur la marqueterie traditionnelle de bois, même si on aborde l'aspect paille. Et en fait, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on a eu un projet de table basse en marqueterie de paille. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la marqueterie de paille, que je ne connaissais pas vraiment avant. J'en avais entendu parler, mais j'en avais jamais pratiqué. Et en fait, la marqueterie de paille a eu donc cet essor, on va dire 17e, 18e. C'est retombé, ça a été relancé à l'époque de l'Art déco, Art Nouveau, par André Groot, qui était un ébéniste assez réputé à cette époque. Et en fait, ça a été repris par sa petite fille, qui est Lison de Caunes, qui a monté un atelier il y a de ça, je crois, 20-30 ans, quelque chose comme ça, et qui a remis en fait la marqueterie de paille au goût du jour et qui en a fait finalement un produit de luxe aujourd'hui. Et donc vous connaissez d'autres artisans comme vous qui travaillent la paille? Enfin, en Mayenne, il n'y en a pas, j'imagine, mais... Si, il y en a. Non, il y en a beaucoup. En fait, beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est une activité qu'on va retrouver essentiellement dans le luxe, enfin, beaucoup dans le luxe. Donc, ça va être des grands panneaux décoratifs qui vont peut-être pouvoir servir comme dans des vitrines de magasins de luxe. Faut aller sur la page de Lison de Caunes. Elle travaille beaucoup pour Cartier. Comme Antoine. Comme Antoine. C'est sa demi-sœur, je crois. Et en fait, non, il y a beaucoup d'artisans, de marketeurs de paille. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un procédé qui est assez facile, en fait. Tout le monde peut travailler la paille. Il suffit juste d'avoir quelques outils, de la colle, un support. Et puis, la limite n'est que notre imagination, après, en fait. Je regarde un petit peu votre table d'atelier. En effet, les outils, c'est un peu les outils de l'encadreur, enfin, d'encadrement, c'est ça. C'est, voilà, on va trouver un peu les mêmes outils. Très important, le scalpel. C'est pas un cutter. Non, on peut utiliser un cutter. Voilà, chacun a ses produits qui fétichent, on va dire. Plioir, effectivement, plioir en os ou au petit en téflon. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir, écraser et coller, et puis après maroufler, essayer de chasser tout ça. Alors je vois là sur leur bord, là il y a plein de brins de paille. C'est de la paille de blé, c'est de la paille de. Non, c'est de la paille de seigle. Enfin, on peut faire ça avec n'importe quelle paille, on va dire, mais l'avantage de la paille de seigle, c'est que ça nous permet d'avoir des grandes longueurs, en fait. Ça va nous permettre d'avoir des longueurs de paille. Parce que le blé, c'est pas grand. Et le blé va être plus petit. Et en fait, le seigle va avoir des pousses, si vous voulez, assez hautes. Alors, je sais plus combien ça fait, mais ça fait une hauteur de style 1m30, quelque chose comme ça. Et en fait, entre deux nœuds, on va pouvoir avoir des longueurs de 50 cm à peu près. Ce qui va permettre d'avoir plus de longueur. Peut-être que ça prend mieux la teinte aussi. Enfin, voilà, parce que là, je vois tout ce que vous avez. Donc, c'est dans des pots. Là, il y a du bleu, du bleu vert, du vert, du violet, du rose, du rouge. Il y a toutes les couleurs. C'est vous qui les teignez? Non. Non, d'accord. Vous les achetez directement comme ça? En fait, alors là, pour le coup, ça doit être sûrement le seul qui fait ça en France. Un producteur, c'est un agriculteur, en fait, de Bourgogne, qui produit sa paille de seigle. Il en fait une partie pour les toitures, une partie pour les chaises. Il en garde une partie pour la marqueterie. Et donc, c'est lui qui fait ses propres teintes. Il vient tremper sa paille dans les bains, etc. Et puis... Mais parce que c'est tout le brin qui alors lui va à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, oui, c'est ça. C'est trempé vraiment dans des bains. C'est ça, exactement. C'est teinté dans la masse. D'accord. Voilà. D'accord.
Alors vous recevez vos brins, vous avez Voilà. commandé toutes les couleurs ou vous choisissez pas? Ah bah il a un panel de, je sais pas, il doit avoir une soixantaine de couleurs et donc après on choisit en fonction aussi des projets qu'on a en tête. On peut commander une petite poignée quoi, jusqu'à des grosses quantités. Voilà, ça c'est au choix. Alors moi quand je vois ça dans un pot, j'ai envie de jouer au Mikado. Vous ne jouez pas au Mikado. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez et vous commencez par les ouvrir, c'est ça? C'est ça. En fait, on va prendre le brin. On va venir bon, soit avec le scalpel. Il y en a qui font ça au Ouvrir une scalpel. petite fente. Voilà, on vient venir Ah non, le carrément fendre, comme ça, oui. le fendre, Vous hop, l'ouvrez. l'ouvrir en deux. Tac. Donc on Donc essaye. là, on a quelque chose qui devrait être plat, mais qui reste rond parce que Voilà, c'était c'est déjà... ça. Et après, on va venir l'écraser. Hop, tout simplement, comme ça. Mais là, vous l'avez fendu en deux en l'écrasant. Non, c'est normal. Oui. Alors après, voilà, Ouais. c'est en fonction. Certaines pailles sont moins épaisses que d'autres, donc en fait, elles vont être beaucoup plus souples rapidement. Là, elle est un peu plus épaisse, donc là, elle s'est fendue, mais bon, elle tient quand même. Et c'est pas. Voilà, faut arriver à travailler avec des brins de Là, paille. on a une bande bleue qui fait C'est quoi? ça. Ça fait 1 centimètre de large. Oui, c'est ça, 1 cm centimètre à centimètre et demi. Et en effet, ça brille un peu. C'est un peu. Oui. Ah bah oui, ça c'est l'avantage de la paille, c'est l'avantage et tout l'intérêt, je dirais, de la paille, c'est qu'en fait, on a des reflets dans tous les sens, quoi. Donc, enfin, les reflets vont dépendre de la façon dont on va le coller, du sens de l'orientation qu'on lui donne, etc., quoi. Donc l'avantage, voilà, c'est tout l'intérêt de la paille. Enfin, moi, je trouve, c'est que en fait, ça donne une certaine profondeur à nos objets, en fait. Donc là, après, vous faites un dessin, enfin vous avez un croquis où vous dites tiens, je vois que vous êtes en train de travailler une croix. Une croix, oui, c'est ça. Donc vous prenez du bois. Alors, Vous c'est pas taillez du votre croix, bois, non? c'est du médium, Ouais, voilà, ouais. parce que ça travaille moins. On vient venir coller quelque chose dessus, donc le bois risquerait de travailler un petit peu. Et C'est plus lisse, plus plat, voilà, donc au moins ça, voilà, ça bouge pas. Donc vous faites votre dessin de croix. C'est ça, je viens la découper pour le coup. Vous allez la découper à la scie Voilà. sauteuse, j'imagine. Oui, à la scie à chantourner, oui. D'accord. Et puis après, effectivement, sur les croix, je vais venir coller directement, en fait, Ah oui, vous ne ma faites paille. pas du tout même Non, là, parce que je pour vois le que c'est coup- très très plat alors qu'il y a plein de morceaux de paille différents. Parce que là sur cette croix, il y a plein de couleurs différentes. Oui, alors là on a du orange et du bleu, mais en fait je viens juste moi me tracer mon cercle qui va représenter l'hostie centrale, un cercle un peu plus large pour avoir voilà mes fins de rayon, et puis après je viens coller mon brin de paille, Oui, je pour viens le ceux qui nous recouper. écoutent, en fait, il y a l'hostie centrale qui est à la croisée de la C'est croix, ça. en fait, qui est on dirait comme des parts, enfin comme des comme des parts Comme de un petit gâteau. camembert, c'est Voilà, un ça. petit camembert. Vous commencez par ça. Non, je commence pas Non. par ça. Non, je Et là, commence c'est vraiment par mon. de la paille brute, votre hostie, comme il est. Là c'est de la Non. paille. Non, Non. c'est de la paille or. Or. Paille brute, ça va être un peu plus clair. Ça va être voilà. Ça va Ah être oui, comme d'accord. ça. Ça va être un Ouais, petit peu ouais. plus clair. La paille or, ce qu'il appelle paille or, ça va être pour vos auditeurs, ça va être jaune, en fait un jaune un peu soleil quoi. D'accord. Donc là, ça fait l'hostie. Et après, tout le reste de la croix, vous allez partir un peu comme des rayons. Voilà, c'est ça. En fait, je vais repartir de mon centre et puis je vais coller mon brin, le recouper avec scalpel et réglé. Et puis hop, je viens coller un autre brin et je recoupe. Je colle un autre brin et je recoupe et je recoupe et je recoupe et je recoupe et je fais ça tout le long. D'accord. Je fais tout le tour. Vous avez juste laissé une place puisque chaque bras de la croix, entre guillemets, a une autre couleur. Là, c'est du orange, je sais pas très bien. Oui, c'est ça, c'est du orange, ouais. Ouais. Et ça se colle très bien. Parce que là, on a l'impression que c'est dans la masse, alors que pas du tout. Non, non, Enfin, ouais, comme de la marqueterie, d'ailleurs, j'imagine, mais, ça se colle très bien avec de la colle à bois. colle à bois, Ouais, etc. classique.
D'accord. Et vous donc voilà. pouvez coller sur. Vous avez que le bois comme support ou vous avez d'autres supports pour faire ce genre de travail? Oui, alors après on peut coller sur différents supports. Moi, c'est vrai que je travaille essentiellement sur du médium. Essentiellement sur le Moi, métal, pour ce que j'en fais après, je pense qu'on peut coller un peu sur tous les supports. Il suffit de trouver peut-être la bonne colle, etc. J'avoue que c'est un domaine que j'ai pas encore exploité et réfléchi. Mais voilà, donc il y a cette technique-là, donc coller directement sur le support. Ou alors il y a la technique plus des icônes. Donc ah oui, parce que là, au-dessus, on a des icônes. Donc là, c'est une Vierge à l'enfant. C'est ça. Là, c'est un Christ en majesté. C'est ça, c'est un Sacré-Cœur. Et là, en fait, la technique va être un petit peu différente. C'est que je vais venir dessiner sur un calque, en fait, donc ma pièce. Et en fait, ça va être plus similaire, on va dire, à une marqueterie de bois traditionnelle. C'est-à-dire que je vais découper, en fait, mes pièces sur des crafts. En fait, c'est du papier craft sur lequel j'ai collé de la paille. Et donc ça va. On a un côté plus relief, c'est ça? Non, en fait, c'est juste que ça me permet de découper des pièces. En ayant la paille collée, en fait, là, je découpe mes pièces et du coup, après, je peux les coller, hop, une à une, comme un puzzle que je monte. Mais c'est déjà ce que vous faisiez sur la croix, non? Vous découpiez vos pièces, mais c'est moins facile à coller? Non, sur la croix, j'ai mes brins de paille. Comme le fond là, j'ai collé brin par brin. D'accord. Alors que là, ça me permet de découper vraiment des pièces complètes. En fait, mes dessins vont être soit repris d'un dessin qui existe, etc. Et en fait, mon dessin, je vais le refaire en créant des pièces. Donc, je vais vraiment... Ça fait un peu plus pulse. Voilà, c'est ça. Très bien. Et l'idée, voilà, c'est de monter, en fait, sa marqueterie. Et ce qui va s'assimiler plus à une marqueterie traditionnelle en bois. On a l'impression d'un meuble. Enfin, là, c'est pas un meuble, c'est une icône, mais on pourrait, trouver ça sur un meuble. C'est ça. Et en fait, la marqueterie de bois, le principe va être le même. En fait, on va avoir notre plaquage. J'en ai juste une là. On a notre plaquage, et pareil, on va venir découper les pièces une à une. Et le plaquage va être aussi sur un craft derrière pour le stabiliser en fait. D'accord. Donc c'est le même principe, sauf que là, avec la marqueterie de bois, une fois qu'on a collé notre pièce, on va venir la plaquer. D'accord. Donc en fait, nous, ce qu'on va voir une fois que la pièce est terminée et collée, ça va être l'envers. Oui, c'est ça, une fois que c'est plaqué, donc on verra l'endroit donc sur le meuble ou sur le plateau ou voilà. Alors que l'avantage avec la paille, c'est qu'il n'y a pas besoin de ça, c'est qu'on est directement sur l'endroit. Donc ce qui nous fait gagner une étape voilà. Donc en fait c'est pour ça que ce que je dis c'est que la marqueterie de paille, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas besoin de matériel particulier, voilà, une petite presse. Moi, j'ai une presse de relieur. À rendre la paille très plate. Voilà, alors c'est dans la mesure du possible, si je peux presser mes pièces derrière, ça permet d'unifier un petit peu et de faire en sorte que la paille soit un peu plus plate. Mais voilà, en fait, un plioir, un scalpel, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Il y a besoin de beaucoup de jus de cerveau. Là, c'est votre imagination, c'est votre création. Et ben voilà, c'est là. Toute la limite se fait dans l'imagination qu'on a. Et c'est vrai que pour le coup, dans le domaine religieux, pour le coup, je crois être le seul à travailler la marqueterie de paille. Vous ne faites des créations que une sorte de création d'art sacré. Ça me fait penser un peu à du vitrail quand même, sauf que ça n'est pas transparent. Et on a un peu une idée de vitrail. C'est effectivement un peu l'idée. De vitrail, mais qui n'est pas transparent. Non. Et vous faites essentiellement des icônes. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai monté l'atelier, l'idée c'était vraiment de travailler sur effectivement des objets religieux. Donc, effectivement, travailler soit sur des croix, soit sur des icônes. Voilà, donc j'ai fait différentes icônes, etc. Après, voilà, j'ai développé sur d'autres choses parce qu'on m'a demandé. Et puis là, je vois, il y a un présentoir au-dessus de moi. Et là, ce sont mesdames, écoutez bien, ce sont des boucles d'oreilles à clip. Non, pas à clip, pardon, des boucles d'oreilles pour des oreilles percées. Mais j'imagine qu'on peut on peut mettre un truc pour les oreilles non percées. Donc là, c'est très très joli parce que ce sont des pièces uniques quasiment.
Ah bah de toute façon chaque pièce va être unique, ça c'est sûr, chaque pièce va être unique et donc oui donc voilà donc des boucles d'oreilles ça on va retrouver quand même plus d'artisans qui vont travailler là-dessus sur les boucles d'oreilles et puis bah, des toiles on va dire plus profanes enfin voilà. Oui là c'est ça, vous êtes en train de faire un joli un triptyque donc 3 petites toiles avec un mouvement de poissons, voilà un banc de poissons, tous les petits poissons donc ils sont tout petits hein, ça fait même pas 1 centimètre, ça fait quelques millimètres, 5 millimètres ou non, 5-6 millimètres ça fait 1 centimètre 5 par multicolore avec cette espèce de banc, de grandes vagues. Donc c'est très joli, évidemment. On ne peut pas le montrer à la radio, mais c'est voilà, du coup la lumière. Oui, alors ce qui caractérise vos œuvres, je trouve, c'est vraiment la couleur. Parce que contrairement à la marqueterie, alors c'est très joli la marqueterie évidemment, mais c'est plus soft, enfin plus. Et encore aujourd'hui on trouve du bois teinté, donc ça permet de voilà, là c'est diversifier. plus que teinté, là c'est vraiment très vif. C'est très joyeux. C'est ça, le producteur a quand même un panel de couleurs assez large. Et il a surtout des couleurs, on va dire, enfin assez osées. Il va avoir un rose fluo. Il va vraiment avoir des couleurs qui pètent vraiment. Et c'est ça que je trouvais sympa dans l'iconographie, c'est que souvent, pour revenir vraiment à la genèse de l'atelier, et de pourquoi l'icône. Avec ma femme, on cherchait une icône de la Sainte Famille, après notre mariage, et on en voulait une grande. Mais sauf que moi j'ai profité de mes allers-retours à Paris en formation pour en chercher une. C'était toujours les mêmes finalement, on retrouvait c'est ça. C'était les mêmes et souvent ça représente un bout de papier collé sur une planche de bois qui va être doré sur le côté quoi. Même si on sait que la vraie icône elle est faite en priant. Ah bah bien sûr. Ah non mais j'imagine que vous aussi quand vous faire des croix, des icônes comme ça, il y a un choix spirituel important. C'est toute l'idée. Toute l'idée. Mais donc on cherchait cette icône, on l'a pas trouvée et en fait c'est à peu près à ce moment-là où j'ai découvert Marqueterie de Paille, je me suis dit tiens, ça peut peut-être rendre quelque chose, une icône à marqueterie. Et donc j'ai commencé par une icône de la Sainte Famille qu'on a gardée chez nous et en fait et c'est comme ça que j'en suis venu aux objets religieux, etc. Et oui, et il y a toute ça, et effectivement il y a toute cette dimension aussi qui j'avoue moi me plaît beaucoup, c'est la dimension spirituelle qu'il y a derrière, toute la démarche. C'est ce que j'expliquais il y a pas longtemps. Ça a été un peu une reconversion professionnelle, mais une reconversion aussi spirituelle. Même si j'ai jamais eu de doute sur ma foi et sur Jésus, sur le bon Dieu, et sur le fait qu'il nous aime, etc. En revanche, j'ai eu vraiment le fait de travailler à mon compte, de pouvoir prier la journée, de m'enrichir de vies de saints, d'écouter des vies de saints, de ce que j'expliquais, YouPray est mon meilleur ami, clairement. Ils ont différents podcasts. Donc c'est sûr que ça me nourrit spirituellement et ce que je disais à ma femme la dernière fois, c'est que je peux pas être mieux là où je suis aujourd'hui. Dans une reconversion plus que réussie, vous êtes épanoui. C'est dans mon épanouissement personnel, je suis très bien. Après ça reste à côté de la marqueterie de paille, je fais aussi de la restauration de meubles, c'est une activité que j'aimais beaucoup dans l'ébénisterie pure, et donc l'idée c'est de travailler un peu sur les deux plans, avoir un peu les deux casquettes. On reste dans une activité qui est assez haut, c'est bas. Mais bon, maintenant, je me faisais la réflexion, et je vous le dis, je me faisais la réflexion ce matin en me disant, dans ma petite prière du matin, mon Dieu, donnez-moi aussi un petit signe qui me fasse dire que je suis bien à ma place. Et vous me soutenez, quoi. Vous m'avez appelé juste après. Et la providence, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Alors, on arrive un peu au terme de notre émission. Donc, pour résumer, vous travaillez essentiellement sur commande ? Oui, alors c'est ça. Beaucoup sur commande. Ça va être de la commande. Après, moi, je vais proposer des objets en création. On peut me retrouver. Ça peut arriver que j'arrive sur des salons. Typiquement à Château-Gontier, il y a souvent un salon des brocanteurs et des artisans, justement, je crois. Antiquaires brocanteurs. Ouais. C'est quand ça ? Ça, c'est début mars, je crois. Ça fait 2 ans que je le fais. Je pense que je le refais cette année aussi. Je m'avance peut-être qu'ils veulent pas de moi, je sais pas. Début mars, cherchez un salon brocanteur à Château-Gontier. Sinon,
exemple dans les ventes de Noël, voilà, sur c'est les ça. ventes de fin d'année. Et l'idée, c'est vraiment justement ne pas hésiter à me contacter et à me dire, voilà, je serais intéressé, mais est-ce qu'il y a moyen de personnaliser ça, de faire ça? Au contraire, moi, c'est ce que j'aime. D'accord. C'est ce que j'aime, de pouvoir travailler avec un client et puis faire en sorte que ce soit un projet commun, en fait. Vous avez un site internet? Oui. Donc atelierbosco.com. .fr, pardon. Voilà. Donc il n'y a pas de point, hein. Atelier tout attaché. Atelierbosco.fr. Donc on peut aller voir un petit peu vos œuvres, voilà, et puis prendre contact avec vous. J'imagine que vous avez votre numéro de téléphone, votre mail, tout ça. Voilà, Facebook, Instagram, Atelier Bosco. Très bien. Voilà. Et puis donc dans le Sud-Mayenne, vous nous accueillez volontiers dans votre atelier. Voilà. Très bien. Et ben écoutez, un très très grand merci, Grégoire. Et puis on reviendra vous voir. Voilà, mais c'est intéressant. Et puis surtout, c'est très ludique, hein, pour des enfants. C'est vraiment très très ludique. Donc il y a un côté création, imagination, un produit un peu vif, un peu Pepsi, quoi. Ça reste un produit naturel. On réutilise voilà, quelque chose de naturel et c'est 100% made in France finalement. Eh ben, voilà. Merci beaucoup, Grégoire. Merci à vous.